Bien, comme promis, j'enregistre maintenant la dernière heure de cours, une heure qui ne durera peut-être d'ailleurs pas tout à fait 60 minutes, puisque j'ai à vous faire des commentaires sur les dissertations que vous m'avez rendues, commentaires généraux, puisque j'ai déjà fait des commentaires spécifiques sur chacun des devoirs. Avant de commencer, encore deux précisions, deux rappels. Premier point, premier rappel, je vous rappelle que si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un courrier électronique et je pourrai y répondre normalement, sauf rêve, jeudi prochain, le 12 aux heures habituelles. Je n'ai pas réservé la salle, mais même si la salle que nous avons d'habitude n'est pas est prise, comme c'est la fin des cours et pas encore le début des examens, on pourra facilement en trouver une autre. Vous pouvez aussi, bien sûr, me poser vos questions directement par courrier électronique et je peux y répondre par la même voie. L'intérêt de me faire venir, c'est que éventuellement mes réponses peuvent, euh, peuvent intéresser plusieurs personnes, peuvent être utiles à plusieurs personnes. Deuxième point que j'avais dit au début du dernier cours, mais je me demande si je n'avais pas lancé l'enregistrement un peu trop tard et du coup peut-être que tout le monde ne l'a pas bien entendu. Je me suis procuré le livre de Didier Debèze, ouvrage d'introduction à Whitehead qui avait été publié il y a quelques années dans la collection aux éditions Ellipse, le vocabulaire de Whitehead. Je ne l'ai pas lu, mais comme Debèze est un excellent connaisseur de Whitehead qui a écrit des ouvrages savants très intéressants sur lui. Je pense que son texte d'introduction doit aussi être un très bon texte et donc pour les gens qui voudraient lire quelque chose de bien pour réviser, vous pouvez m'écrire et je vous l'enverrai. Simplement, j'hésite à le mettre directement en ligne, même si je crois qu'il n'est plus disponible chez l'éditeur. L'auteur n'apprécierait sans doute pas qu'on puisse le retrouver sur n'importe quel site. Bon, venons-en au cœur de mon propos, c'est-à-dire la dissertation. Le sujet, certains d'entre vous me l'avaient écrit, peut être déconcertant, long pour une dissertation, mais il est quand même beaucoup plus court, ou il serait beaucoup plus court pour un sujet de commentaire qu'il n'est long pour un sujet de dissertation. Il me semble qu'un texte à commenter ne peut pas quand même se limiter à une ou deux idées forces, qu'il tout un développement, toute une argumentation ou un ensemble de considérations qui, certes, peuvent peut-être, quand j'ai dit pas d'idée force, pas une seule idée force au début, j'exagère peut-être, l'ensemble du développement peut peut-être se résumer
une idée pour un commentaire, mais il y a vraiment un développement et plusieurs étapes, plusieurs points de ce développement à étudier, c'est-à-dire que dans un commentaire, il y a vraiment toute une longue chaîne argumentative. Ici, il y a bien une argumentation, mais elle est relativement courte. L'une d'entre vous m'a écrit, j'allais dire très justement, mais ce n'est pas tout à fait juste, mais j'ai trouvé que c'était quand même une très bonne remarque parce que je n'y avais pas pensé et que ce n'était pas loin d'être juste, que on avait affaire à un syllogisme. En fait, si on y réfléchit, c'est un peu plus compliqué qu'un syllogisme. En apparence, vous avez bien une paire de prémices. Toute science doit former ses propres instruments. L'outil que requiert la philosophie et le langage est une conclusion. Ainsi, la philosophie transforme-t-elle le langage de la même manière qu'une science physique transforme des appareils préexistants? Pour autant, ce n'est pas véritablement un syllogisme, parce que si vous regardez les deux propositions dont on aurait pensé, dont on aurait tendance à penser quelles sont les prémices, on voit qu'il n'y a pas véritablement de moyen terme. Disons que on pourrait en voir un instrument et outil. D'ailleurs, une remarque, quelqu'un m'a fait un long développement sur la différence entre instrument et outil. Le développement était inapproprié ici, d'une part parce que n'oubliez pas que c'est un texte en traduction, malheureusement, même si c'est moi qui l'ai traduit, pas seul, je n'ai plus l'original chez moi, donc je ne sais pas si les termes originaux étaient différents ou non, mais ils n'étaient pas nécessairement différents. L'anglais supporte beaucoup plus stylistiquement les répétitions que le français, et peut-être y avait-il le même terme instrument dans l'un et dans l'autre. D'ailleurs, l'idée vraiment, c'est vraiment que instruments, outils se reprennent l'un l'autre et j'allais dire, et ces limites sont une sorte de moyen terme, sauf que justement, il n'y a pas de moyen terme puisque appareil se retrouve dans la conclusion. Et par ailleurs, vous avez science, langage, philosophie, vous avez beaucoup trop de termes pour avoir un véritable syllogisme. Il me semble qu'éventuellement, je ne vais pas développer là-dessus parce que je ne veux pas vous faire un exercice de logique. On pourrait voir là-dedans une sorte de sorite, les sorites étant en gros des enchaînements de syllogismes. Au lieu d'avoir simplement une paire de prémices, vous en avez 3, 4, 5, et au lieu que ça soit comme dans des exercices que je peux vous donner en logique propositionnelle, où vous devez les mettre tous ensemble, vous les regroupez deux par deux pour en tirer une conclusion que vous allez après regrouper avec un troisième, une nouvelle conclusion avec un quatrième, et ainsi de suite. Vous trouvez un certain nombre de sorites amusants dans la logique sans peine de Lewis Carroll. Donc là, il me semble que l'on aurait plutôt affaire à un sorite qu'à un syllogisme, avec une prémisse sous-entendue qui serait, mais je vous préviens que je vais la démentir tout de suite, en tout cas ce qui peut servir malgré tout à lier les deux prémisses, une troisième prémisse pour arriver à la conclusion, serait que la philosophie est une science.
Donc elle doit forger aussi ses propres instruments, mais son instrument, c'est le langage, et donc elle doit transformer le langage de la même manière qu'une science physique transforme les appareils préexistants. Donc là, je ne l'ai pas bien fait apparaître sous forme de syllogisme, mais il me semble qu'on voit peut-être un peu mieux le syllogisme qu'il pourrait y avoir. Sauf que, disais-je, ce n'est pas tout à fait un syllogisme, puisque je ne suis pas d'accord avec la prémisse que j'ai rajoutée, et que je ne suis pas sûr d'ailleurs que Whitehead lui-même serait d'accord. À savoir, a-t-on besoin, pour suivre ce qu'il dit, de considérer que la philosophie est une science? Je vous rappelle que je vous ai souvent dit, et ça me mettrait en contradiction avec Whitehead, que dans un cours de philosophie des sciences maintenant, je considérais que l'on ne pouvait pas dire que la philosophie est une science. La philosophie est une science en un sens ancien du terme science, sens des 17e, 18e, peut-être début du 19e siècle, savoir, peut-être savoir théorique, enfin il conviendrait de préciser, mais ce n'est pas véritablement une science au sens le plus répandu à notre époque, en tout cas dans un cours de philosophie des sciences, du terme science. En philosophie des sciences, on ne parle pas de philosophie de la philosophie. La philosophie de la philosophie, c'est la philosophie elle-même qui en fait. Ce n'est pas la philosophie des sciences. Mais donc disais-je, il me semble que Whitehead ne dit pas, ne sous-entend même pas, puisque dans un antimème, on n'énonce pas justement la prémisse manquante. La prémisse manquante n'est pas vraiment la philosophie est une science, c'est plutôt la philosophie est comme une science, ou du moins on peut le soutenir. On pourrait aussi soutenir effectivement que c'est véritablement la philosophie est une science, mais on peut aussi soutenir que la formulation de Whitehead ne permet pas de trancher entre les deux, qu'elle ressemble à une science. En effet, il nous dit la philosophie transforme le langage de la même manière qu'une science physique transforme des appareils préexistants. Il y a donc une ressemblance, une similitude entre la philosophie et les sciences physiques. Cette ressemblance ne nous permet pas de considérer que nécessairement la philosophie est une science. La philosophie ressemble à une science ou la philosophie ressemble à une science physique. Alors éventuellement, effectivement, on pourrait peut-être soutenir que Whitehead distingue science physique, qui est finalement à peu près le sens contemporain traditionnel de science en général, avec un sens plus ancien, et dans ce cas-là, quand il dit toute science doit forger ses propres instruments, il le dit aussi de la philosophie. La philosophie est une science, mais ce n'est pas une science physique. En même temps, on est amené comme ça, et je suis amené comme ça à m'interroger un peu, et il me semble que c'est ce qu'on vous dit traditionnellement qu'il faut faire dans une dissertation. Il faut questionner les termes de la dissertation.
Instruments-outils, il ne faut pas les questionner en leur différence, mais voir seulement peut-être ce qu'ils peuvent avoir en commun. D'ailleurs, instruments, outils, appareils, hein, ce sont les mêmes termes, enfin ce sont des mots différents, mais qui reprennent vraiment la même idée dans chacune des deux premières phrases et dans la conclusion. Donc il n'y a pas de distinction à faire ici entre instruments, outils et appareils. Pour que le midi-raisonnement, pour que le sorite whiteheadien puisse se faire, il faut que instrument dans la première prémisse soit repris par outil dans la deuxième et soit repris par appareil dans la troisième. On pourrait tout aussi bien dire lourdement, toute science, mais ça serait lourd et nous avons essayé de traduire d'une manière qui soit littérairement jolie. L'angliciste parmi nous surtout insistait beaucoup là-dessus. Toute science doit forger ses propres outils, l'outil que requiert la philosophie et le langage. Ainsi, la philosophie transforme-t-elle le langage de la même manière qu'une science physique transforme des outils préexistants. L'idée, c'est vraiment que c'est le même terme, en tout cas, c'est la même idée qui revient trois fois. Donc, instrument, outil, appareil, c'est vraiment pareil là-dedans. Alors, en revanche, donc, je disais, là où il peut y avoir discussion et là où on peut s'interroger, c'est est-ce que Whitehead soutient que la philosophie est une science ou non. Il y a peut-être en fait un passage entre un sens ancien de science. Toute science au sens large doit forger ses propres instruments et j'explicite là toute science au sens large. J'explicite en rajoutant mes idées, mais je crois vraiment après tout quand Whitehead écrit La science et le monde moderne, c'est clair que pour lui, la philosophie n'est pas ce dont il parle quand il parle de science dans La science et le monde moderne. Justement, ce dont il parle quand il parle de science, ce sont ces sciences en un sens plus récent que sont les sciences de la nature. Et on peut considérer que les sciences au sens traditionnel englobent effectivement les sciences de la nature. Remarquez que dans le texte, là, il spécifie plus qu'en disant une science de la nature. Alors à nouveau, je développe sur un texte que je n'ai pas, puisque je n'ai que la traduction française, je n'ai plus l'original anglais. Je pourrais imaginer, mais je crois que j'aurais protesté, que je m'en souviendrai, que nous ayons écrit qu'une science de la nature. Je pense qu'il écrit bien science physique, c'est-à-dire que les sciences physiques ne sont pas l'ensemble des sciences de la nature, de même que l'ensemble des sciences de la nature ne sont pas l'ensemble des sciences traditionnelles au sens large, ni même peut-être l'ensemble des sciences en un sens un peu plus large mais un peu plus moderne, qui fait que l'on peut se demander si la sociologie est une science, si la psychologie est une science, si l'économie est une science, ou si elles peuvent l'être. Donc en fait, une question que l'on peut se poser, c'est quand il dit que toute science doit forger ses propres instruments, à quoi pense-t-il quand il parle de science? Est-ce qu'il parle simplement de science physique comme il le fait
à la fin. Et je dis il, mais en fait, ce n'est pas tant, je l'avais indiqué, je le répète, et j'ai eu tort de me référer à la science et le monde moderne, ce n'était pas tant une dissertation sur la pensée de Whitehead, vous deviez pouvoir la faire dès le début, qu'une dissertation plus générale qui pouvait se faire sans même avoir lu Whitehead. C'est une dissertation sur les rapports entre science, donc en quel sens faut-il comprendre science? C'est plus large que science physique, puisque à la fin il est précisé science physique. Jusqu'à quel point est-ce plus large? Donc entre science d'une part, outils de la science ou instruments de la science ou appareils de la science d'autre part. Philosophie serait un troisième terme et quatrième terme, c'est le langage. Donc on a vraiment un terme de trop pour avoir un simple syllogisme. Dans un syllogisme, on ne doit en avoir que trois. Là, on en a quatre qui sont importants, mais qui reste d'ailleurs à la fin, ce qui fait qu'on est quand même éloigné d'un véritable Saurite, si ce n'est que quand il dit de la même manière qu'une science physique transforme des appareils préexistants, il rappelle en fait quelque chose qui est très proche de la première prémisse, et il éclaire peut-être aussi un peu la première prémisse. Toute science doit forger ses propres instruments. Les sciences physiques le font en transformant des instruments préexistants. Quelqu'un m'a écrit qu'il y avait une différence profonde entre les instruments utilisés dans la vie de tous les jours et les instruments des sciences physiques, qu'ils étaient radicalement différents, ou c'est peut-être moi qui l'ai mis au contraire en commentaire à quelqu'un qui n'insistait pas assez sur la différence, mais il y a des instruments des sciences physiques qui partent d'instruments de la vie quotidienne et qui sont des instruments de la vie quotidienne transformés. La balance qu'utilisent les physiciens n'a plus grand-chose à voir avec la balance du commerçant, qui est pour autant pratiquement la seule balance que puisse utiliser Galilée au XVIIe siècle. Mais au fil du temps, la science physique en est venue à forger ses propres, à transformer, pardon, ses propres instruments, à transformer par exemple la balance, à transformer les instruments de mesure du temps, mais là elle les a peut-être vraiment forgés. Non, il y avait déjà, mais beaucoup plus imprécis parce qu'ils ne répondaient pas justement à un souci scientifique, les instruments de mesure du temps des anciens cadrans solaires, par exemple. Mais dans les cadrans solaires, vous avez un découpage du jour en heure qui varie selon les jours de l'année, ce qui n'est plus le cas avec les instruments dont a besoin une science moderne. Donc, toute science, donc, que faut-il entendre par là, doit forger ses propres instruments. Certains de ces instruments des sciences sont transformés à partir d'appareils préexistants. Il y en a d'autres peut-être, même si ce ne sont pas à cela que fait Whitehead,
que Whitehead fait référence ici, du moins pas dans la dernière partie. Il y en a d'autres qui sont vraiment constitués de novo, qui n'existaient pas avant. Je ne vois pas d'instrument de la vie quotidienne qui puisse correspondre à l'ampèremètre ou au voltmètre d'un physicien. Mais il y a aussi des instruments quotidiens qui sont transformés. De la même façon, justement, que la philosophie n'a pas ses propres instruments qui n'existent que pour elle. L'outil, c'est-à-dire le seul outil que requiert la philosophie est le langage. Donc la philosophie s'appuie sur un instrument de la vie quotidienne, le langage, et de la même façon qu'une science physique transforme des instruments, des outils préexistants, la philosophie transforme le langage quotidien pour en faire l'outil dont elle a besoin. Donc le langage est à la fois un outil de la philosophie et un objet sur lequel travaille la philosophie, parce que la philosophie, comme les sciences, doit travailler sur ses propres outils pour les perfectionner. Donc le langage philosophique se forge à partir, est forgé par la philosophie à partir du langage préexistant, à partir du langage quotidien, mais est transformé par la philosophie. Donc il y a un travail nécessaire pour la philosophie qui est un travail sur le langage, donc travail de transformaciste avant. Une remarque, pour le coup, je ne vous avais pas dit de parler de Wittgenstein sur lequel vous aviez eu un cours l'an dernier, mais justement, comme vous aviez eu un cours l'an dernier, il pouvait être naturel de rapprocher cette idée de Wittgenstein et de voir les ressemblances et les différences. En fait, il me semble qu'il y a plus de différences que de ressemblances. C'est-à-dire que fondamentalement, l'idée de Wittgenstein dans les recherches philosophiques telles que j'ai pu les exposer, les comprendre l'an dernier et telles que je les comprends toujours, c'est que la philosophie emploie des mots du langage quotidien, mais les emploie d'une manière différente de celle dont le langage quotidien les emploie. Et l'idée de Wittgenstein, c'est qu'elle fait ça sans s'en rendre compte, et que c'est pour ça qu'elle se pose de faux problèmes. Donc la philosophie déplace des mots, les fait passer d'un jeu de langage à un autre sans se rendre compte qu'elle change de jeu de langage, et elle se pose dès lors de fausses questions, la bonne question étant plutôt de reconnaître la différence des jeux de langage. Il me semble que l'idée qui est exprimée ici est une idée assez différente. Il y a bien cette idée que la philosophie emploie des termes du langage quotidien dans un autre domaine
que le langage quotidien, mais il y a aussi cette idée que en les employant, elle les transforme, et elle les transforme de la même manière qu'une science physique transforme des appareils préexistants, c'est-à-dire que la philosophie sait bien que les termes du langage quotidien qu'elle utilise ne sont qu'en apparence les termes du langage quotidien, qu'en réalité ce sont des termes transformés. De même que le physicien sait que sa balance électronique précise au milliardième de RAM n'est pas la balance qu'utilise un boucher ou que utilise un maraîcher, le philosophe sait bien que l'existence dont il parle n'est pas l'existence de celui qui dit, mais oui, il existe des chevaux avec une corne, j'en ai vu, et en fait plus tard on se rend compte que ce sont des rhinocéros. Il paraît que c'est là l'origine de l'idée des licornes. Bon, moi je les aurais plutôt décrits comme des vaches avec une corne, mais c'est peut-être plus poétique de dire que c'est un cheval avec une corne. Donc Whitehead, il y a un point commun, mais il y a aussi une différence. La philosophie reprend des termes du langage commun. Ça, c'est une idée commune, mais je dis Whitehead. En fait, ce n'est même pas important que ça soit Whitehead. C'est une idée commune à cette citation et à Wittgenstein. C'est une idée commune au sujet et à Wittgenstein. La philosophie reprend des termes du langage commun, mais idées différentes par rapport à Wittgenstein, comme une science physique, elle transforme les termes du langage commun qu'elle emploie, et comme une science physique, ce n'est pas dit, mais on peut considérer que c'est sous-entendu, elle le fait consciemment. Donc il y a, et après tout, ça correspond effectivement, me semble-t-il, à ce qu'on vous apprend maintenant à faire quand vous faites de la philosophie. Je ne sais pas suffisamment, malheureusement, j'ai beau être vieux, je n'étais pas encore né à l'époque, comment on faisait de la philosophie au 19e siècle. Maintenant, on insiste vraiment sur le fait que la réflexion philosophique est aussi une réflexion sur le langage, et que l'emploi philosophique des termes n'est pas forcément l'emploi de ces termes dans le langage courant. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être une différence entre l'école philosophique, des gens qui seraient plus platoniciens que je ne le sais moi. Après tout, vous avez eu et vous aurez peut-être encore d'excellents cours d'Elsa Grasso. Oui, mais vous en aviez déjà au premier semestre. Eux considèrent peut-être, ou elles considèrent peut-être, je ne sais pas, que le, euh, le véritable instrument, c'est l'instrument philosophique. Que en philosophie, vous avez vraiment un concept d'existence, et dont il existe dans le langage courant n'est qu'une vague approximation. L'idée me semble-t-il, qui ressort de la citation qu'il y a là et avec laquelle je suis plutôt d'accord, c'est que il y a une existence,
Je prends l'existence parce que ça me semble un exemple très net, mais on pourrait en prendre d'autres. C'est l'exemple même de ce que je dis comme faux problème métaphysique pour Wittgenstein, qui n'en est pas un du tout pour l'auteur de cette citation, qu'il soit Whitehead ou que ce soit quelqu'un d'autre. Il y a un usage commun de cet instrument, de cet outil, et puis la philosophie ayant besoin de retravailler cet outil, elle a retravaillé l'existence à partir de l'existé du langage courant pour en faire une existence, pour en faire un existé philosophique. Donc la philosophie transforme le langage de la même manière qu'une science physique transforme des appareils préexistants. Mais là, j'ai pris comme exemple Wittgenstein parce que c'est un auteur que je connais bien. Après tout, vous, contrairement à moi qui suis de formation scientifique, vous êtes de vrais philosophes et vous n'étiez pas obligé de limiter votre réflexion à Wittgenstein. Vous pouviez finalement réfléchir à cette idée à travers l'histoire de la philosophie. Alors, pas forcément toute l'histoire de la philosophie, parce que ça serait quelque chose de beaucoup trop long, mais peut-être essayer de reconnaître quelques dates, quelques auteurs marquants dont vous pourriez indiquer qu'ils représentent des étapes marquantes qui illustrent cette idée de transformation du langage par la philosophie. Transformation, d'ailleurs, j'ai parlé tout le temps de transformer des mots, mais il s'agit bien dans la citation de transformer le langage. C'est-à-dire que transformer des mots, ce n'est pas forcément seulement transformer le langage, ce n'est pas seulement transformer des mots, approfondir un mot, raffiner un mot de la même façon donc le physicien réalise une balance plus précise que la balance du commerçant parce qu'il en a besoin pour un certain nombre de mesures. Ça peut être aussi effectivement dans la transformation de cet appareil préexistant qu'est le langage, de cet outil qu'est le langage. Les mots, en fait, ne sont vus ici, contrairement à ce que je faisais, je voyais les mots comme des outils, mais l'idée de la citation, c'est vraiment que l'outil, c'est un tout qui est le langage, et la philosophie retravaille, a besoin de retravailler le tout. Donc elle retravaille le mot en retravaillant certaines des composantes, en reprenant certains des mots, mais en transformant ces mots, et elle forge aussi, ou elle peut forger, elle peut avoir besoin de forger des mots nouveaux, ou elle peut avoir besoin de montrer. Ce sont finalement deux aspects. D'une part, certains mots du langage courant sont déjà là, elle peut les réutiliser, mais elle doit les rendre plus précis. La physique réutilise la balance en la rendant plus précise, mais elle doit aussi forger des mots nouveaux, et forgeant des mots nouveaux, elle transforme cet outil qu'est le langage. Si on en revient
à Whitehead. Je le répète, vous n'étiez pas obligé de le faire, mais vous pouviez développer à partir de Whitehead, si vous l'aviez un peu lu, si vous aviez lu des commentaires. Je répète, ce n'était pas du tout obligatoire. Je n'ai pas noté plus sévèrement les gens qui ne me parlaient pas de Whitehead que les autres, mais la possibilité qu'utilise Whitehead, c'est en fait non pas d'utiliser des mots nouveaux comme nous le pensions à tort quand nous avons traduit procès et réalité, mais plutôt subobject, si subobject, je crois vraiment que c'est un mot nouveau qu'il forge, qui n'existait pas auparavant. Mais des termes comme préhension, comme Nexus. Tiens, je me rends compte qu'en cours, je n'ai pas du tout parlé de Nexus, mais en fait, si vous regardez dans un dictionnaire anglais, vous allez trouver, il me semble, je vérifie que je ne dis pas de sottises, mais vous allez trouver le terme Nexus, lien ou liaison. Il nous paraissait suffisamment inusité pour qu'on ne le traduise pas en français, mais on aurait pu traduire Nexus, qui n'est pas simplement lien ou liaison. Enfin, tel que j'entends Nexus, c'est plus qu'un lien. D'ailleurs, mon dictionnaire me donne connexion. Dans Nexus, j'entends un peu nœud aussi. Un nexus n'est pas qu'un lien, c'est un rassemblement. C'est un point de rassemblement qui certes fait lien, mais parce qu'il y a des éléments concourants en ce point. Je pense que c'est aussi pour ça que nous n'avons pas traduit Nexus, d'une part parce qu'il nous paraissait inusité, et d'autre part parce que les traductions données par un dictionnaire ne rendent pas bien l'idée qu'il y a dans le nexus whiteheadien. Donc nexus ou préhension ou je ne me souviens plus, concrescence, actualisation, tout ça ce sont des termes qui peuvent être anciens, qui ont pu être utilisés même s'ils ne sont plus utilisés dans le langage courant et auxquels que Whitehead va chercher, auxquels il redonne vie. Et il peut se permettre de les prendre parce que comme ils sont devenus inusités, son lecteur ne va pas être influencé par un sens courant qu'ils n'ont plus et va vraiment comprendre ou plus facilement comprendre sans faire d'erreur l'idée que Whitehead veut porter à travers ces mots nouveaux. Mais Whitehead, je répète, ce n'était qu'un exemple que vous n'étiez pas obligé de prendre. Manifestement, vous avez eu un cours sur Bergson et vous êtes plusieurs à avoir parlé de Bergson et il me semble que c'était effectivement une bonne idée. Il me semble que vous êtes plusieurs aussi à avoir parlé de Platon et de Socrate, et c'est vrai aussi, il me semble, qu'il y a, alors peut-être pas cette idée de transformation du langage, là c'est peut-être plutôt, je ne sais pas, je le répète, je connais mal finalement Platon, l'idée de reconnaissance d'un bon langage, mais qui n'en est pas moins de fait, effectivement, une transformation du langage quotidien, même si c'est sous prétexte de le faire, de le rendre conforme à un langage idéal. Il y a un autre auteur auquel je m'attendais dont je m'attendais que vous parliez et que vous n'avez pas mentionné. Ça montre,
Je suppose, et c'est regrettable, que vous n'avez pas eu de cours sur lui, et malheureusement, je ne me sens pas de changer mon cours du deuxième semestre pour vous faire un cours sur lui, d'autant que je ne le maîtrise pas assez. Mais cette importance du langage, ça me semble aussi quelque chose qui est assez net dans la philosophie de Leibniz, et j'ai un peu été surpris et désolé de ne trouver aucun développement sur l'importance accordée par Leibniz au langage. Bon, en même temps, vous n'êtes pas obligé de parler de tout, mais il me semble qu'il y avait moyen de revisiter pas toute l'histoire de la philosophie, parce que ça aurait été trop long pour une dissertation, mais prendre peut-être un peu plus que un ou deux points de l'histoire de la philosophie, de ce point de vue du travail de la philosophie sur le langage. Euh, un autre exemple auquel je pense, quelqu'un qui a plutôt l'idée, il me semble, même s'il ne le fait pas vraiment, qu'il faut forger un langage nouveau, c'est Bacon, dont je pense j'ai dû vous parler à un moment ou à un autre, puisque vous avez chez Bacon cette idée que parmi les erreurs qui peuvent nous entraver dans le développement de notre savoir, il y a les idoles de la tribu, et les idoles de la tribu, c'est, si je ne me trompe pas d'idole, parce que ça fait quelque temps que je n'ai pas lu Bacon, euh, attendez, quels sont les quatre? Il y a les idoles internes, ce n'est pas le cas, mais je crois bien, oui, que c'est les idoles de la tribu, celles que nous partageons avec les autres, avec un certain nombre d'autres, et le langage rentre tout à fait là-dedans. Et Bacon dit explicitement, euh, c'est une idée pour le coup qui annonce aussi bien Wittgenstein que Whitehead, que parfois nous faisons des erreurs de raisonnement, parce que dans notre langage courant, nous employons les mêmes mots de manière en fait très différente, et ça nous est tellement naturel que nous nous en rendons pas compte, et du coup nous employons ces mêmes mots de manière différente, comme si c'était toujours le même mot, alors que en profondeur réellement ils ne le sont pas, et ça nous amène à nous tromper. Et Bacon, je crois que je vous l'avais dit quand je vous avais parlé de Bacon, on donne un très bon exemple, mais involontairement, quand il réfléchit, enfin je crois que c'est involontaire, ou est-ce qu'après tout, mais il ne suggère à aucun moment que là il veut donner un exemple de ses erreurs, quand il réfléchit sur la chaleur, il met ensemble les couleurs chaudes, la sensation de chaleur que nous donne le piment que nous ingérons, la chaleur due au feu, et il se laisse complètement, là me semble-t-il, tromper par le langage. Donc idée wittgensteinienne, on utilise les mêmes mots dans des jeux de langage différents, et on se trompe. Idée baconienne, la philosophie se rend compte que, ou devrait se rendre compte, que le langage quotidien est trompeur, d'où développement implicite, même s'il me semble que Bacon ne l'explicite pas, qu'il n'essaie pas, lui, de forger beaucoup de mots nouveaux, nécessité de retravailler le langage, à la fois peut-être de fabriquer
des mots nouveaux. Il faudrait peut-être un mot différent pour la chaleur du feu, pour la chaleur du piment, pour la chaleur des couleurs et que sais-je d'autres, ou préciser les mots. J'ai envie de dire, on pourrait aussi les préciser à la manière des épistémologues, écrire chaleur indice 1, chaleur indice 2, chaleur indice 3, comme Lacatoche parle de pauper indice 1, pauper indice 2, pauper indice 3, etc. Mais donc, il y a euh, Leibniz aussi développe la nécessité pour la philosophie de travailler sur le langage. Donc c'est vraiment quelque chose de très répandu dans la philosophie que vous devez connaître mieux que moi. J'espère pour vous, après tout, c'est l'an prochain déjà que vous pourrez passer les concours, que vous maîtrisez mieux que moi l'histoire de la philosophie, parce que cette question du langage est vraiment une question importante. Et il me semble que c'est quelque chose que le sujet vous invitez aussi à rendre visible, ou éventuellement à discuter. Peut-être y a-t-il des auteurs qui disent que, après tout, non, le langage n'est pas si important que ça pour la philosophie, encore que ça me semble difficilement soutenable. Voilà, bon, je répète, hein, je ne prétends pas avoir fait là une bonne dissertation. Je parle dans tous les sens et une bonne dissertation doit être structurée. Mon discours ne l'a pas été. J'ai plutôt indiqué des pistes que, me semble-t-il, il aurait fallu explorer. Donc, quand on tombe par science, ah oui, encore un point, je pense à une erreur dans un devoir, mais d'autres qui n'ont pas explicité cette erreur peuvent peut-être l'avoir faite quand même. Euh, Sans l'expliciter, mais quelqu'un m'a développé la question, qu'est-ce que la science? En fait, là, il n'est pas question de la science. Toute science, c'est comme dans tout corbeau est noir, pour que tous les corbeaux sont noirs, c'est toutes les sciences doivent forger ses propres instruments. C'est-à-dire que dans le sujet ne figure à aucun moment, même implicitement, et donc là il est vraiment maladroit de vouloir la faire apparaître, l'idée qu'il y a quelque chose qui serait la science. Il y a des sciences. Et si l'on peut se poser une question, ce n'est pas une question sur qu'est-ce que la science, mais sur qu'est-ce qu'une science. Que peut-on entendre par science dans cette formule? Et donc là, je l'ai déjà évoqué, c'est science, ça peut être science au sens le plus ancien du terme, qui inclut pleinement la philosophie, savoir théorique, savoir logique, savoir universel. Je ne sais pas, il peut y avoir des tas d'approches du terme traditionnel de science. Ce n'est pas savoir tout pour. Le savoir du savetier n'est pas considéré comme une science quand on a science dans le sens ancien du terme. Quand il le devient, quand la science commence à devenir plus pratique, la philosophie commence en même temps à cesser d'être science. Mais donc, on pouvait se poser la question, que faut-il entendre par science là-dedans? Quelle généralité de la science? Quels sont les instruments d'une science?
Et après tout, il parle après plus spécifiquement des sciences physiques, mais pour essayer de comprendre, on peut faire le rapprochement aussi avec d'autres sciences que les sciences physiques, et se demander d'ailleurs du coup si c'est tout à fait vrai. Qu'en est-il de la biologie? Est-ce que la biologie se forge ses propres instruments? Qu'en est-il de la psychologie? Ça, les étudiantes ou étudiants de double licence philo-psycho auraient pu se poser la question. La psychologie se forge-t-elle ses propres instruments? Et d'ailleurs, justement, en quel sens se les forge-t-elle? Est-ce qu'elle se les forge en ce sens qu'elle reprend des instruments traditionnels pour les affiner, ou en ce sens aussi qu'elle se donne des instruments nouveaux. Donc l'outil que requiert la philosophie est le langage, une insistance l'outil, c'est-à-dire que les sciences de la nature utilisent beaucoup d'instruments différents, la philosophie utilise un outil, utilise un au sens de un seul outil, les divers mots, même si j'ai eu tendance parfois maladroitement ou wittgensteiniennement à les prendre comme des outils, comme des pièces dans un ensemble. Dans cette citation, ce ne sont pas les divers mots qui sont des outils, c'est le langage dans son ensemble qui est l'unique outil de la philosophie. Et la philosophie transforme son outil ou forge son outil en le transformant de la même manière qu'une science physique transforme des appareils préexistants, mais précisément si c'est l'unique outil, est-ce que c'est exactement de la même manière? Si c'est l'unique outil, il n'y a pas création de cet outil, il y a simplement, comme je le disais tout à l'heure, création de pièces de cet outil. Donc peut-être que la formule est un peu fausse, qu'il faudrait dire que les outils que requiert la philosophie, pardon, sont les mots du langage, mais peut-être qu'en disant ça, je suis trop influencé par Wittgenstein. Enfin, il y avait des tas de questions à se poser sur le sujet, et la plupart du temps, je trouve que finalement, vous n'avez pas, vous n'avez pas suffisamment interrogé le sujet, vous avez simplement cherché d'une certaine façon à y répondre. J'ai mis une fois, mais en fait j'aurais pu mettre plusieurs fois que ce devoir me semble un peu plat. Il me semble que assez souvent, je répète assez souvent, pas toujours, il y a parfois des gens qui, à mon avis, sont allés au contraire un peu trop loin de ce qui me semblait le cœur du sujet, mais assez souvent, j'ai l'impression que vous n'avez pas suffisamment interrogé le sujet. Je n'ose vous dire de le faire pour le devoir terminal, d'une part parce que je ne me souviens plus de la dissertation, du sujet de dissertation que je vous ai donné pour le devoir terminal. Est-ce que j'arrive à le retrouver? Mais je ne vais pas vous le lire. Mais de toute façon, quel que soit le sujet du devoir terminal, vous n'aurez que 24 heures, pardon, vous n'aurez que 4 heures pour le faire, et donc peut-être que là vous devrez vous contenter de quelque chose d'assez plat.
c'est bizarre, je ne le retrouve pas. J'espère que l'administration n'aura pas fait d'erreur d'impression parce que sinon je ne sais plus ce que j'ai donné comme sujet de dissertation et j'aurais du mal à en inventer un au dernier moment. Bon, il va falloir que j'explore mon ordinateur, mais ça tombe bien, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Ça fait à peu près 1 heure que je parle, donc je vous laisse là. Je vous souhaite d'abord de bonnes révisions et après de bonnes vacances. Je pourrais vous le souhaiter à la fin quand vous me rendrez mes devoirs, mais ça passerait peut-être pour de l'ironie cruelle et puis je n'y pense pas forcément toujours. Donc bonnes vacances, bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine en espérant ne pas trop vous avoir ennuyé cette année. Voilà, mais l'année prochaine, j'allais dire que ça n'aura pas grand-chose à voir, si, mais je n'essaierai pas de faire des liens entre Marx et Whitehead, même si on pourrait peut-être. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse, je vais manger parce que comme lors des cours en présentiel, j'ai fait celui-ci juste avant d'aller manger. Si ce n'est que là, c'est le soir et je suis un peu en retard. Donc au revoir et à bientôt.